Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez été super nombreux à apprécier la vidéo sur le rodage. Alors avant tout, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti des vidéos qui sortiront. Euh, de mettre un commentaire aussi et de partager un max. C'est c'est super important pour simplement me motiver à vous proposer comme ça ce genre de trucs et astuces que j'utilise depuis quasiment 20 ans et qui ont fait leur preuve. Alors, vous avez été des centaines à poser des questions au sujet de cette vidéo sur le rodage. Certaines ont même généré des débats dans les commentaires. Donc je vous ai pris, j'ai fait une liste en fait des questions que vous avez posées et je vais y répondre. Alors, vous êtes habitué à ma chaîne. Euh, je ne fais pas de montage, j'essaye de faire une vidéo comme ça en one shot. Donc les commentaires incrustés dans l'image, ça ne sera pas pour tout de suite. Je vous promets, si la chaîne prend de l'ampleur, etc., je vais essayer de me former au montage vidéo, mais pour l'instant, ma priorité c'est de vous dispenser en fait surtout voilà, du savoir, des trucs et astuces. Allez, c'est parti, les questions. Alors, la première question que je vais vous évoquer, qui a été posée, c'est une des dernières en réalité. Et il y a un des abonnés qui dit que cette démarche de rodage est étrange. Alors, pour rappel, je dissocie avec une première partie d'une vingtaine de minutes un ralenti accéléré, où j'indique qu'il faut utiliser une huile basique, normale, sous-entendu une huile assez peu lubrifiante, en tout cas pas hyper lubrifiante, pour accélérer le processus de rodage, qui aurait été un processus d'usure. Donc on dit que la démarche elle est étrange parce que sur un véhicule neuf, il n'y a pas de raison d'utiliser une huile différente que ce que le constructeur préconise. Ben, ouais, c'est une évidence. Ma chaîne, c'est pas une chaîne où on parle de véhicules neufs sortis de concession, etc. Sur ma chaîne, on parle surtout d'optimisation ou de préparation mécanique sur des véhicules anciens, très anciens, ou je pense dans les plus récents, dans ce qu'on pourrait appeler des Youngtimers ou des voitures jusqu'à, pour les plus récentes, 2010. Donc, pour un véhicule complètement neuf, bien entendu que vous allez respecter scrupuleusement les préconisations du constructeur. Tout en sachant que ce que je préconise moi dans les phases de rodage, notamment les deux phases, c'est fait en usine au moment où les moteurs sont construits. Donc voilà pour la parenthèse fermée. Ensuite, un abonné nous écrit euh, que le rodage dont je parlais, ça lui rappelle en fait le rodage des scooters où il y avait une légende où lorsqu'on montait à deux dessus, bah, le scooter qui avait été rodé comme ça fonctionnait mieux que les autres. En fait, c'est tout à fait lié. Et pour même aller dans ton sens, cette légende-là d'être à deux dessus, moi je l'ai vécu aussi, parce que là j'ai 43 ans, donc quand j'avais une douzaine d'années, avec l'époque des mobylettes, il y avait déjà cette légende où le rodage fait à deux dessus, la mobylette fonctionnait vachement mieux. Et en fait, c'est tout à fait lié à ça. On fait forcer un tout petit peu plus le moteur, donc on rôde un peu mieux le segment. Bien entendu, là pour le coup, sur un scooter, c'est quand même presque exagéré parce que euh, entre un seul passager et deux passagers, là la charge elle augmente vraiment de tout ou rien. Mais en tout cas, cette réflexion elle est quand même assez proche de la vérité. Ensuite, euh, on me demande la méthode de rodage, hein, expliquée dans la vidéo précédente. Donc la méthode de rodage à une valeur de couple maxi. Est-ce qu'elle est valable pour les moteurs turbo? Alors,
Ce qu'il faut retenir, surtout quand je parle de rodage au couple maxi, alors il faut, euh, il faut comprendre par là où je cherche à ce qu'il y ait une pression de combustion assez élevée dans le cylindre, afin que cette pression de combustion traverse la coupe du segment et qu'elle vienne pousser le segment par l'intérieur pour que ça plaque sur les cylindres. Vous comprenez tous que cette pression de combustion est différente sur un moteur, par exemple, de 2 litres et de 100 chevaux, un vieux moteur essence, par exemple, un moteur de 2 litres 100 chevaux, c'est-à-dire 50 chevaux-litres, un moteur Atmo. Cette pression de combustion au couple maxi, elle va être, on va dire, d'une valeur X. Sur un moteur turbo de 2 litres et de, par exemple, 200 chevaux, 100 chevaux et litres, là, la pression de combustion maxi va être exactement de 2 fois X, va être multipliée par 2. Comprendre par là que sur un moteur Atmo de faible puissance spécifique, on cherche à atteindre le couple maxi pour avoir la pression de combustion maximum, pour optimiser le rodage des segments en les faisant se plaquer contre le cylindre. Sur un moteur plus poussé, qu'il soit Atmo ou turbo, forcément la pression de combustion elle est plus forte, donc il n'est pas tout à fait nécessaire d'aller chercher le couple maxi pour avoir cette même pression et pour roder suffisamment les segments contre le cylindre. Je parlais surtout de cela parce que j'ai plutôt l'habitude de construire, d'assembler, de préparer, notamment des moteurs de coccinelle. C'est vraiment le gros euh, de mon activité d'assembleur et je ne vais pas dire préparateur, mais en tout cas d'optimisation de la mécanique. Et ces moteurs-là ont souvent des puissances spécifiques faibles. Et même sur un atmosphérique, quand on atteint les 65-70 chevaux de puissance spécifique, chez nos moteurs de coccinelle routier, c'est déjà très bien pour assurer une bonne longévité, etc. etc. Donc c'est surtout dans cet exemple-là que j'indique qu'il faut utiliser, qu'il faut faire le rodage au régime de couple maxi. Mais forcément, si vous avez un autre type de mécanique, plus poussé, ou même avec un moteur turbo, en fait, vous rodez à partir du moment où on sent que le moteur commence à tracter très sérieusement, hein, là où on a un effet de couple assez important. Donc c'est ce qu'il faut retenir. J'espère que c'est précis, que je ne me suis pas étalé, mais en gros, il faut roder à une pression de combustion qui soit suffisante. Il ne faut jamais être cool sur la pédale. Alors, autre question. Sur quel moteur j'ai appliqué récemment cela? Alors, j'ai appliqué récemment, d'ailleurs je les applique tout le temps, ces méthodes, et récemment sur des moteurs de coccinelle, alors pour ceux qui sont un peu plus dedans, fin d'année dernière, j'ai assemblé un 1776, puis un 1915, des mécaniques plutôt routières, entre 90 et 110 chevaux. Alors, pour ceux qui sont habitués aux moteurs refroidis par eau, turbo ou autre, ou même en Atmo sur des japonaises, vous allez trouver ça faible. Mais chez nous, dans le monde des 4 à plat, c'est déjà des puissances intéressantes pour rouler tous les jours. Donc sur ces deux derniers moteurs-là, c'est ce que j'ai appliqué. Et un petit peu avant, j'avais assemblé un KR, donc un 1800 c'est soupape de la génération Golf 2. Et donc j'applique ça, et de toute façon, ce dont je vous parle, c'est pas des choses que j'ai lues, vues, ou j'essaye de vous balancer comme ça pour faire des vidéos juste pour amuser la galerie. Non, c'est des choses que j'utilise, et je tiens à vous le partager, parce que finalement, on en parle peu en fait, en tout cas sur YouTube. Forcément, on en parle, hein, on peut trouver cette information-là, mais on en parle peu, et ce sont des choses qui marchent vraiment, et souvent sans risque. Et on a vraiment de bons résultats. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Autre question, est-ce que les segments tournent dans les gorges? Est-ce que le tierçage est utile? Alors oui,
Les segments tournent un tout petit peu dans les gorges lorsque le moteur est en fonctionnement. Les segments tournent dans les gorges essentiellement dans les phases de remontée de piston et lors des trois phases, en dehors de la phase de combustion. Donc les segments tournent un tout petit peu, c'est un peu aidé à certaines vibrations qui sont dans le moteur. C'est difficilement gérable, mais en effet, les segments tournent. Et pourquoi le tierçage au moment où on assemble le moteur est utile? Bah, tout simplement parce que si vous n'êtes pas attentif au tierçage et que vous alignez les trois gorges de segments, bon, c'est assez compliqué, mais ça peut arriver, bah, en fait, vous allez avoir un moteur où bah, la compression, elle va passer à travers les trois gorges et d'une part, vous n'allez pas réussir à roder tout de suite les segments et puis il va falloir un sacré coup de bol pour que le tierçage se fasse comme ça un petit peu au hasard. Donc ça prend si peu de temps de tiercer les segments à 120 degrés qu'il faut pas hésiter à le faire quand on reconstruit un moteur. Et je pense que dès lors qu'on construit un moteur, voilà, c'est une chose tellement basique qu'on le fait à tous les coups. Alors, autre question. Peut-on faire tourner un moteur turbo avec une huile minérale, donc un moteur des années 90, à charge maxi? Alors, ça dépend. En fait, le sujet des huiles, c'est un sujet qui est qui est très épineux. Euh, Dans la grande majorité, même les huiles de synthèse, en fait, ce sont des huiles à base de pétrole qui ont été fortement additivées à un point où on les appelle huiles de synthèse. Mais il y a toujours une partie minérale à l'intérieur. Si ton moteur, en fait, est vraiment des années 90 et à l'époque, il lui a été préconisé une huile qui devait être sans doute minérale, euh, donc autant rester sur une huile qui est tout à fait similaire dans les normes, mais ça va être compliqué vraiment de trouver une huile minérale à proprement parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en grande majorité, toutes les huiles surpassent les normes d'huile des années 90, voire même avant. Il y a juste un point où ça peut devenir problématique, c'est dans la quantité de zinc que peut contenir les huiles modernes. Mais donc là, il y en a de moins en moins pour des raisons de normes de pollution. Mais ouais, tu peux utiliser ton moteur avec une huile minérale. Pour parler de moteurs que je connais bien, les moteurs de 911 de 911 jusqu'aux années 90, notamment le 3 litres de 231 chevaux, l'huile qui lui était préconisée, c'était une 1540 tout à fait minérale. Et pourtant, à l'époque, on était quasiment dans le haut du panier de la voiture sportive. Alors, ensuite, un abonné dit « Il y a deux aspects contradictoires. Le rodage des coussinets, où je préconise d'être assez cool, c'est-à-dire sans charge, sur un ralenti accéléré, et le rodage des segments. » Bah oui, en fait, quand je vous propose la première partie, avec un rodage à 20 minutes, et bon, j'ai parlé de 2500 tours, mais on peut parler d'un régime de ralenti accéléré. En fait, ça permet d'avoir un moteur qui tourne relativement vite, pas au ralenti, et donc un moteur qui a une certaine inertie, qui évite pas mal d'à-coups, dû notamment à l'inclinaison des bielles, hein, qui se font caler d'un côté et de l'autre. Donc ça, cette partie, en fait, ça sert surtout à roder et les coussinets, et aussi de roder arbre à cames et poussoirs. Quand vous avez des arbres à cames, par exemple, quand vous mettez un arbre à cames neuf avec des poussoirs neufs, et ça vaut même sur les voitures modernes. Il faut vraiment roder à un régime de ralenti accéléré. Sur les moteurs dits modernes, refroidis par eau, hein, que ce soit les moteurs KR, les turbos, VR6, etc. En fait, on a un bol monstre de ne jamais rater le rodage d'arbres à cames et des poussoirs parce qu'en fait, ces arbres à cames et ces poussoirs-là sont extrêmement durs en termes de matière. Donc il est assez rare de foirer le rodage. Mais observer un régime de ralenti accéléré,
ça permet aussi d'avoir un peu moins de contraintes dues à la poussée des ressorts de soupape. Si vous mettez des ressorts un peu plus durs, bah forcément, quand vous tournez le moteur, par exemple à la clé, vous sentez la coue à chaque fois que la soupape remonte avec son ressort. Là, en y mettant un petit peu de régime, bah forcément, ces à-coups-là sont lissés en réalité. Donc c'est pour ça que cette première partie, elle est assez importante. On tourne à un régime de ralenti à accéléré, pas de charge, le moteur ne roule pas, ça permet de rôder poussoir, arbre à cam et tout ce qui est coussinet. Bielle, vilebrequin, arbre intermédiaire. Ensuite, ce qui peut être contradictoire, c'est que j'indique qu'il faut mettre de la charge après avoir fait cette première séquence avec une huile basique, pas très lubrifiante. Et juste après cette partie-là, on en fait vraiment une vidange, on change le filtre, ça permet de retirer le maximum de boue. Ensuite, quand je parle du rodage de segment, où il faut mettre de la charge immédiatement après, ça permet en fait de raccourcir le temps où les segments vont frotter contre les parois de cylindre sans appliquer une grande force. Et ne pas appliquer une grande force, ça va lisser et glacer les cylindres. Et de ce fait, on aura une étanchéité qui sera en tout cas pas tout à fait optimale. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est juste deux séquences successives qu'il faut observer. Alors, un autre abonné me dit est-ce qu'il faut augmenter la pression d'huile sur un moteur perfo pour éviter de casser le film d'huile? Et j'ai vu que certains essayaient d'associer des unités de mesure, comme par exemple les pressions de compression 12-13 bars, et des pressions d'huile 4, 5, 6 bars, en essayant de trouver une relation comme ça. Alors déjà, ces relations-là n'ont absolument rien à voir. Il faut même savoir que quand il y a la pression de combustion maximum, il peut y avoir 150 bars sur la calotte du piston qui pousse la bielle et qui fait tourner le vilebrequin. Donc c'est énorme. Là, vous comprenez tout de suite que même les 5 bars dans le moteur d'origine, on voit bien que c'est deux unités, 150 bars de pression sur la calotte de pression de piston et 5 bars de pression d'huile, on voit bien qu'ils n'ont aucun rapport. En fait, le cisaillement du film d'huile, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Autre question. Est-ce que j'ai mesuré des différences entre un rodage comme je le préconise et un rodage, bon là c'est écrit normal, j'aime pas le mot, mais un rodage à la cool sans solliciter le moteur? Oui, toujours. J'ai toujours observé un moteur plus performant vraiment en général, avec plus de pression de compression, et donc ça implique tout le reste, plus de perf, moins de consommation, etc. Donc oui, dans 100% des cas, appliquer ce genre de rodage, ça améliore les performances. Un autre abonné me pose la question de pourquoi je parle d'un mano mécanique. Alors en fait, deux aspects. Le premier, en fait, c'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin de branchement électrique pour vérifier la pression d'huile. Il suffit juste d'une durite de frein, le filetage qui correspond à votre sonde de pression d'huile. Donc là, c'est un 10 par 1 mm. Donc on a un équipement qui est complètement nomade pour vérifier la pression d'huile. Moi, je me sers même de cet appareil lorsque je vais pour essayer et acheter une voiture. Je demande l'autorisation au propriétaire, je sors une sonde, je branche ça et je suis sûr de la valeur que je relève. Et donc ça me donne un bon indicateur de la santé du moteur. Donc ça c'est le premier point, le côté pratique en fait. Le second point, c'est que sur des manos électriques, vous pouvez avoir des disparités de mesure, c'est-à-dire des erreurs de mesure. Un mano peut être optimiste, un autre peut être plutôt pessimiste, donc c'est difficile à vérifier. Avec ce mano, en fait, vous pouvez très bien brancher un compresseur au cul ou une pompe à vélo et vous pouvez vérifier en mettant deux manos en série avec du matos que vous avez chez vous. Vous pouvez mesurer vraiment et savoir si ce manomètre mécanique là est juste. Donc voilà pourquoi j'utilise un mano mécanique.
Alors, un autre abonné me demande si la règle des 0 U-bar, elle est universelle. Alors en fait, non, elle n'est pas universelle. Moi, ce dont je vous parle, c'est des généralités qui doivent vous inspirer en fait. Des généralités de bon sens pour vous inspirer. Là, 0 U-bar à 1000 tours, on sait que cette pression-là, elle est... enfin, moi, je sais, nous savons que cette pression d'huile-là, elle est suffisante pour ne pas casser le moteur. Et au fur et à mesure de la montée en régime, cette règle-là des 0 U-bar sera suffisante et ça permet d'optimiser la consommation, parce que moins de pression d'huile, c'est moins de consommation. Hein. Ça a l'air bête, mais une pompe à huile, selon son dimensionnement, peut manger jusqu'à 10 chevaux par exemple en puissance. Donc ça permet d'optimiser la consommation. Ça permet aussi de limiter les fuites d'huile, parce que plus vous avez de pression d'huile, et plus vous êtes susceptible d'avoir des fuites. Mais cette règle, elle est pas universelle, parce que moi je ne connais pas tous les moteurs qui existent, ni toutes les faiblesses qui existent. Il doit bien y avoir certains moteurs qui ont une faiblesse connue, et on pallie cette faiblesse-là en augmentant la pression d'huile. Une espèce de pis-aller, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc là, l'idée, voilà, c'est de s'en inspirer. Vous prenez les revues techniques, faire des essais, etc. et d'ajuster la pression d'huile. L'idée, c'est d'avoir la pression d'huile minimale suffisante pour faire fonctionner le moteur. Comme ça, vous avez tout bénef. Plus de perf, moins de consommation et moins de risque de filtre à huile. Un autre abonné me demande ce que je pense des huiles modernes sans ZDDP. Donc des huiles sans ZDDP. En fait, le ZDDP, je crois que c'est du diphosphate de zinc. En gros, c'est des petites particules métalliques, notamment du zinc, qui étaient contenues dans les huiles. Et il y en a de moins en moins dans les huiles pour des normes de pollution. Et en fait, ces particules-là, on est sûr qu'elles permettaient de réduire l'usure des moteurs, notamment des moteurs avec des arbres à cam et des poussoirs mécaniques ayant des contraintes de pression de ressort assez élevées. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise du ZDDP en dose que j'adjoins dans mon huile au moment où je fais la vidange. Comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Parce que autant vendre des huiles avec des quantités de ZDDP déjà inclus dedans, c'est pas autorisé. Autant acheter du ZDDP à part, ça l'est. Donc c'est pourquoi moi ça me pose pas de problème, j'achète du ZDDP à part. Un autre abonné pose la question, pourquoi ne faut-il pas solliciter un moteur à froid? Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que ça mérite qu'on en parle, mais en gros, c'est surtout lié en fait à la dilatation des pièces. En gros, quand on assemble un moteur et lorsque le moteur est froid, les pièces ont une certaine taille. Et du fait de la dilatation, la taille de ces pièces va évoluer. Mais étant donné que les pièces sont complètement différentes dans leur structure, on voit bien qu'un vilebrequin est complètement différent d'un bloc moteur dans sa structure. Donc on comprend bien que la dilatation, elle n'est pas identique, elle n'est pas uniforme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre que le moteur monte en température. Et quand on parle de température, il vaut mieux vérifier la température de l'huile. Hein. La température d'eau, c'est qu'un indicateur, mais la température d'huile met beaucoup plus longtemps à monter. Et donc les pièces mettent vraiment un bon moment pour se dilater. Donc c'est vraiment lorsque on est à température d'huile idéale que les pièces ont atteint leur dilatation dimensionnelle idéale de fonctionnement. Et c'est à ce moment-là où on peut solliciter le moteur dans ses performances optimales. Avant, forcément, vous avez des pièces qui n'ont pas atteint leur dimensionnement idéal et ça peut générer de l'usure, des frottements. Alors bon, bien entendu c'est minime, hein, parce que les dilatations, elles sont assez maîtrisées dans la conception des pièces, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un moteur lorsqu'il est chaud, à température idéale. Donc voilà, écoutez, j'espère que la réponse à ces questions vous aura aidé.
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai peut-être dans une autre vidéo ou je ferai un ajout dans une vidéo sur un autre thème. En tout cas, je vous y répondrai et vraiment abonnez-vous, likez, partagez. C'est super important si vous voulez que je continue à vous balancer comme ça des petits trucs et astuces. À bientôt!